bienvenue dans une vidéo Extramuros. Bienvenue à Chantilly. Chantilly. Accrochez-vous bien, aujourd'hui on découvre la merveille des merveilles. Ça c'est unique en fait de le voir, parce que c'est un trésor de l'humanité, c'est pour ça qu'on se dit à tout le monde de venir. Le joyau le plus précieux conservé au château de Chantilly, le saint des saints pour tous les médiévistes. La Joconde des manuscrits. La Joconde des manuscrits, un trésor du Moyen-Âge, les très riches heures du duc de Berry. Faut prendre la ventoline si vous êtes bibliophile avant de regarder cette vidéo. Pure extase, un livre cathédral qui a mis plus de 70 ans à être confectionné. On a mis autant de temps à finir les très riches heures qu'à construire une cathédrale. C'est une révolution dans l'histoire de l'art, que c'est le manuscrit qui a le plus inspiré au monde et qui est maintenant le plus connu. Et bien sûr, vous connaissez les très riches heures du duc de Berry depuis votre enfance. Le château du générique des studios Walt Disney, les très riches heures du duc de Berry. Le château du parc Disney, les très riches heures du duc de Berry. Le bleu de Disney, les très riches heures du duc de Berry. On dit qu'il est plus compliqué de voir les très riches heures que d'avoir un rendez-vous avec le pape ou le président des États-Unis. Après des années de restauration, le manuscrit est enfin révélé au public dans une exposition prodigieuse. Pour la première fois, tous les livres d'heures du duc de Berry sont réunis au musée Condé, à Chantilly. Mathieu Deldic, le directeur et commissaire de l'exposition, nous ouvre les portes mais aussi les pages de ce manuscrit rarissime. Je travaille sur cette expo depuis 2012, donc ça fait 13 ans. Avec une précision irréelle, on y découvre une abondance d'illustrations somptueuses, des couleurs éclatantes, des techniques ahurissantes, mais aussi quelques détails grivois qui viennent amuser nos yeux de contemporains. C'est du Moyen-Âge 4K HD. Une belle occasion de décrypter ensemble les secrets de la mode au Moyen-Âge. Houppelande, cotte sur cotte, balzo, chaperon, cotte hardie, on vous explique ces modes lointaines grâce à Oriane Beaufils, la directrice de conservation de la villa Efrussi de Rothschild, venue spécialement à Paris pour tout nous expliquer. Dès que vous parlez de la mode au Moyen-Âge, c'est toujours les très riches heures du duc de Berry. Toujours. Tu vois l'Everest, c'est au-dessus de l'Everest en termes de documents de mode. C'est mode printemps-été 1412. On est en 1411. Bonne année! Le duc de Berry commande aux trois frères de Limbourg, Jean, Paul et Hermann, un nouveau livre d'heures. Mais qu'est-ce qu'un livre d'heures? Un livre d'heures, c'est le best-seller du Moyen-Âge. Tout le monde, dès qu'on a un peu d'argent, a un livre d'heures, plus ou moins précieux. C'est pour suivre les prières du quotidien. Mais c'est pas plus seulement un livre de prière, c'est un livre de statuts, d'apparat. C'est des manuscrits un peu pour frimer. C'est pas que pour lire au coin du feu les soirs d'hiver, vous voyez. Tout le monde a un livre d'heures et parfois plusieurs. Le duc de Berry en possède 18. Les mois ne changent pas, mais la mode, oui. Pour rester à la page, le duc commande fréquemment de nouveaux livres d'heures, toujours plus fastueux. La complexité artistique des très riches heures du duc de Berry surpasse largement la peinture qui, au Moyen-Âge, n'avait pas du tout le prestige d'aujourd'hui. Ces trois jeunes hommes, les frères de Limbourg, Jean, Paul et Hermann de Limbourg, on ne connaît pas leur nom, mais en fait les premiers c'est eux qui ont vraiment bouleversé tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avant eux, on ne fait pas des perspectives, le goût du détail, la météo, tout est en fait nouveau quand ils peignent. Et le duc de Berry en fait a compris très vite, donc il se les attache et il travaille quasiment que pour lui. Les tableaux, c'était pour des églises, des chapelles, mais les peintures les plus précieuses, c'est dans les manuscrits. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se balader avec son manuscrit. On allait de château en château, donc on pouvait prendre les manuscrits, et c'était ça qui était le plus prisé par les princes, c'était pas les tableaux. À cette période, l'art est dans les livres. Les couleurs s'épanouissent pour créer des enluminures hyper séduisantes. Ça, c'est le manuscrit l'un des plus enluminés du monde. Il a 1234 enluminures. La peinture s'applique sur une variation du parchemin, le vélin. Une peau de chèvre très très fine, très très blanche, très 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 douce. Les heures ne sont pas riches, elles sont très riches. Là, c'est vraiment un manuscrit d'apparat. Dessus, vous avez l'or, l'argent, le lapis-lazuli. C'est pour ça qu'on l'appelait dès l'époque-là les très riches heures, parce que avec des matériaux très très riches. Malheureusement, le duc n'aura pas l'honneur de le lire puisqu'il décède à l'âge de 76 ans, un exploit pour l'époque, mais c'est avant que le manuscrit ne soit terminé. En 1416, la peste fait rage et fauche également la vie des trois artistes qui meurent en laissant le manuscrit inachevé. Tragédie. Les pestes, c'est affreux.
L'exposition s'ouvre sur le colossal tombeau du duc de Berry, habillé pour l'éternité d'un manteau d'hermine. Donc il porte sa couronne, il porte, c'est vraiment très important, la fourrure. La fourrure coûte très cher et l'hermine est la plus prestigieuse de toutes. Lorsqu'on ne pouvait pas avoir de l'hermine, eh bien, on prenait de la fourrure de lapin blanc et on venait coller dessus des petits bouts d'agneau noir pour simuler la queue de l'hermine. Donc ça permettait d'avoir une imitation à moindre coût. Et le duc de Berry, lui, pouvait très largement se permettre d'avoir des manteaux d'hermine et c'est vraiment le vêtement de la dernière demeure. Exposition hors du commun, moyen, sensationnel. C'est la première fois que ce gisant d'une tonne est transporté en dehors de la cathédrale de Bourges, située dans le palais du duc. Le duc de Berry, c'est un mécène, c'est un collectionneur qui est avide. Il est toujours endetté, il achète, il revend, il donne, il offre et il reçoit. Et il adore les diamants, il adore les pierres dures, il est fasciné par tout ça, et il dépense sans compter. Et il est un peu obsédé par son image, le duc de Berry. Il est très fier d'être fils, frère et oncle de roi. Et donc il est ici justement en majesté, avec la couronne. À l'origine, 35 figures fantomatiques encerclent le cortège funèbre du duc de Berry. Extraordinaire sculpture. Les yeux, certainement gonflés par la lamentation et les larmes, sont cachés derrière de lourds drapés. Le corps s'efface. C'est l'âme du pleurant qui transparaît derrière l'abstraction des plissés. Anonymisés, ils sont nous, ils sont modernes, ils sont Balenciaga à fond. À ses pieds, un ours. L'animal remplace le traditionnel chien de compagnie. L'ours, c'est un peu le fil rouge aussi de l'exposition, parce que c'est l'animal fétiche du duc de Berry qui a conçu cette emblématique quand il était en Angleterre. Et l'ours, en anglais, c'est bear, donc par homonymie avec Berry, il a adopté l'ours. Donc d'habitude, vous avez un petit chien ici. Et là, c'est un bel ours, un bel ourson. Le duc de Berry, aurait pu faire Drag Race, il aime les jeux de mots. Et vous verrez un peu partout, notamment dans les très riches heures, il a toujours des bonnets en poil d'ours. C'est pas qu'une fashionista collectionneuse, hein, au contraire. Il était aussi un grand savant, lettré, et il adore les livres. Et ce qui reste le plus, c'est les livres. Parce qu'en fait, les livres, ça se fond pas, ça se revend pas. C'était gardé dans les bibliothèques. Donc on a une grande partie de sa bibliothèque. Pour la première fois depuis le décès du duc en 1416, tous ces livres d'heures sont à nouveau réunis. C'est ça la force, la puissance de ce genre d'exposition, c'est que des choses qu'il faudrait faire des milliards de kilomètres pour pouvoir les voir, elles sont toutes rassemblées au même endroit et ça c'est vraiment génial. Un rendez-vous visible uniquement à Chantilly car le duc d'Aumale, dernier propriétaire du manuscrit, a inscrit dans son testament l'interdiction de changer la place ou de prêter sa collection en dehors du domaine. C'est interdit par testament. Les très riches heures, en fait, elles sont visibles ici et point. Vous n'avez pas le droit de prêter ? Non. On peut accueillir, mais on ne peut pas prêter. Amis parisiens, il va falloir faire du extramuros. Courage, je vous assure que ça vaut les 20 minutes de train. Je suis content qu'on puisse tous le voir, en fait. Que ce ne soit pas juste un plaisir de spécialiste ou d'initié, mais comprendre que les manuscrits, c'est vraiment des bijoux. Et c'est là où la révolution artistique a eu lieu au Moyen-Âge. Hein. C'était notamment dans celui-là. Les très riches heures du duc de Berry ont été montrées seulement 2 fois au public dans toute la vie. Autrement dit, jamais. Depuis plus de 12 ans, les équipes du château de Chantilly préparent ce triomphe. On l'a restauré pendant des mois et des mois avec les meilleurs spécialistes, on a fait toutes les analyses, etc. Et avant de finir la restauration, on montre tout ça dérelié avant de re-relier et de remettre en lieu sûr le manuscrit. Négocier tous ces prêts aussi, dans le monde entier. Donc c'est un bel aboutissement. C'est comme restaurer la Joconde. Les très riches heures du duc de Berry s'ouvrent sur 12 enluminures représentant les mois du calendrier laïque. Le mois de janvier célèbre la nouvelle année. Au mois de février, ce qui est peut-être le premier paysage enneigé de l'histoire de l'art fait son apparition. Le mois d'avril est réservé à la reverdie printanière. La moisson au champ occupe le mois de juillet. Quant au mois de septembre, les vignerons s'activent pour les vendanges. À chaque fois, la scène permet d'observer au plus proche de la réalité les quotidiens d'une seigneurie médiévale. Et c'est pas pour rien que le calendrier est le lieu où s'exprime le mieux la mode dans le manuscrit. Parce qu'en fait, chaque mois a ses activités. Les types de personnages représentés, on trouve aussi bien l'aristocratie que la vie quotidienne. Le costume s'adapte à chaque activité.
Le vestiaire de paysan dialogue avec le costume paré de la cour. Aucun costume n'est semblable. Les couleurs, les matières, les poses. Toutes s'individualisent pour créer un orchestre harmonieux. Le bleu, le rouge, le vert se répartissent sur la page pour créer des couches colorées. Et, scoop, un petit nouveau fait son apparition. Il y a une couleur qui arrive véritablement au début du XVe siècle, c'est le rose. Donc le rose est considéré comme étant l'apanage des femmes aujourd'hui, d'être une couleur féminine, mais en fait c'est très masculin au début du XVe siècle et c'est très cher. Et si on regarde vraiment précisément les comptes, les dépenses de vêtements faites par les hommes sont en fait plus importantes que celles faites par les femmes. Donc voilà. La coquetterie est très largement partagée, et ce au moins depuis le Moyen-Âge. La couleur rose s'obtient traditionnellement en délavant du rouge, le rouge Kermès ou du rouge Garance. Mais coup de tonnerre, au XIIe siècle, la découverte du bois de Brésil permet d'obtenir un colorant naturellement rose. Il s'exporte jusqu'à Venise, épicentre du commerce européen, puis se propage partout en Europe. Les tisserands florentins s'en emparent pour produire des tissus roses. Teinture, reproduction, diffusion. Le rose brésilien débarque dans les plus riches duchés. Et en fait, au moment des très riches heures du duc de Berry, donc dans les années 1410-1415, il y a du rose quasiment sur toutes les pages et dans une grande partie des manuscrits du duc de Berry. Donc, ils ont pu se fournir, ils ont pu voir à la cour, les frères Limbourg, ces vêtements roses qui sont donc très rares et qui sont une vraie innovation de la couleur, un pigment cher, un pigment complexe, et on trouve du rose absolument partout. Les costumes sont opulents car ils sont le reflet de la prospérité de vos tiroirs. Et sortez vos parures. Il y a vraiment la notion, je pense, de mode, elle naît à ce moment-là, parce qu'elle naît à la mesure que les nouveautés arrivent. Le duc de Berry, qu'on surnomme le roi des rubins, traduire le roi des rubis, avait compris la leçon par son père qui pouvait avoir 24 paires de chaussures différentes pour le mois. Des manteaux en fourrure de renard, des collections d'émaux renversants, les Berry sont Berry coquets. Thank you very much. C'est vraiment un manuscrit d'apparat. Les trois frères de Limbourg, premiers auteurs du manuscrit, ont véritablement retranscrit la mode qui était sous leurs yeux. Pour pousser le réalisme au max, ils vont jusqu'à utiliser des poils d'écureuil pour dessiner les rides des yeux. Le détail est saisissant. C'est-à-dire qu'ils sont allés devant le château et ils ont tout représenté avec grande fidélité, avec un détail qu'on voit nous à la loupe en fait, ou au microscope, qui est prodigieux. Ça sert en fait de document même pour les architectes, les archéologues, etc. Focus sur le mois de janvier. Pour célébrer la nouvelle année, le duc de Berry organise un grand festin. Il est assis à la place d'honneur, portant son fameux bonnet en poil d'ours et positionné de profil, à la manière des monnaies impériales romaines. Il est vêtu d'une houppelande bleue brodée d'or et paré d'une lourde chaîne d'orfèvrerie. Le bleu n'est pas n'importe quel bleu, c'est du lapis-lazuli, un pigment très précieux et excessivement cher qui vient d'Afghanistan. Alors, le mois de janvier est un défilé de mode de chapeaux. Vous avez absolument toutes les formes de chapeaux. Le chapeau, c'est vraiment l'accessoire le plus important au début du XVe siècle. En rouge, un chaperon d'inspiration flamande qui nous fait tout de suite penser au portrait de Van Eyck. Le tissu est drapé puis redrapé avant d'être noué dans une forme pyramidale. Au mois d'avril, un balzo, une coiffure d'inspiration italienne réalisée avec de grands bourrelets tressés puis noués. Option possible avec un voile par-dessus. Et la plus emblématique de toutes les coiffures médiévales, la coiffure à cornes. Sur la tête, 2 cylindres tressés tenus par des barres en métal. Le tout est recouvert d'un tissu. Les chapeaux sont variables à l'infini. Petit détail subversif sur la gauche, l'étui pour la dague est malicieusement placé. La mode du Moyen-Âge, c'est le layering avant l'heure. On superpose. En hiver comme en été, tout est dans l'art de superposer les couches. Les vêtements du dessous, souvent faits dans de riches tissus, se révèlent par des fentes intentionnellement placées sur le costume extérieur. En dessous, on porte la cotte, une robe chemise près du corps qu'il est possible de ceinturer. Au-dessus de la cotte, vous pouvez mettre le surcot. Alors, le surcot, c'est cette espèce de vêtement sans manches que vous voyez qui est passé au-dessus de la cotte. Et ça peut être aussi bien un vêtement du quotidien que, lorsqu'il est très très riche, un vêtement véritablement de reine. Donc, c'est vraiment la base du vêtement au tout début du XVe siècle, c'est la cotte et le surcot. Le personnage féminin porte une cotte hardie bleue décolletée dévoilant ses épaules. À ses pieds, elle dévoile subtilement sa cotte en drap d'or. Le tissu est riche, son sang également. Elle porte un baudrier en corail, un matériau extrêmement précieux, annonciateur de fertilité.
Et ça tombe bien, un compagnon lui passe la bague à l'annulaire. Sur sa tête, un bourrelet en fourrure surmonté de 3 plumes. Parce qu'il faut que ce soit matching, la cotte d'or, le corail et le blanc du revers de sa cotardie. Les cavaliers et cavalières vont jusqu'à s'accorder à leur monture. Un délire. Non, c'est la mode. Et voilà, c'était un résumé ultra condensé des trésors, des très riches heures du duc de Berry. N'hésitez pas à vous rendre au château de Chantilly pour en découvrir bien plus. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, entrez dans n'importe quelle librairie pour feuilleter les 496 pages du catalogue d'exposition. Oui, 496 pages, 3 kilos, le poids d'un bébé ou le poids de la chantilly que vous pourrez manger sur place. Chantilly! Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode, absolument tout, et allez sur fashionmoodboard.com pour l'intégralité des entretiens.